Bonjour tout le monde, je suis Cassandra Grandjean, je suis diplômée de master en droit européen et je vais vous présenter une intervention sur l'humanisme juridique à l'aune des réflexions sur le statut juridique des animaux et de la nature. À propos du rôle du droit au sein de la société, Marie-Angèle Hermite disait « Le droit n'a pas l'ambition de la réalité, moins encore de la vérité, il y réinvente un autre monde ». Cette phrase ne pouvait pas mieux résumer la relation complexe entre la nature, l'homme et le droit, notamment au prisme des évolutions visant à conférer un statut juridique aux animaux et à adapter le droit aux problématiques liées à la nature. Ces évolutions et prises de conscience participent à remettre en question l'anthropocentrisme et le dépasser, participant ainsi à une évolution primordiale du droit dans son essence et dans sa structure. Dans un premier temps, je vais revenir sur certaines définitions du sujet. L'anthropocentrisme correspond à un système ou une attitude qui fait de l'homme le centre du monde. L'animal, quant à ce terme, est défini seulement par la négative. On pourrait le résumer par tout ce qui est un être vivant non végétal et non humain. La protection juridique de l'animal est catégorielle, autrement dit, il existe différentes catégories de l'animal qui correspondent à un degré différent de protection. Pour ce qui est de l'humanisme juridique, une définition rapide sans entrer dans les détails à la fois historiques, philosophiques et juridiques pourrait correspondre par le fait de considérer l'être humain au sommet du droit. Le contexte d'une telle intervention est celui d'une convergence des crises écologiques mêlée à une attention croissante de la société civile au sujet du bien-être animal. Avec ces deux éléments convergents, la place de l'être humain dans la société semble être en pleine mutation. À l'heure actuelle, l'être humain est au cœur du droit qui agit comme un outil lui permettant de dominer la nature et les animaux dans une prise en compte de ses seuls intérêts immédiats, économiques et sociaux. Or, la crise climatique et la crise de la biodiversité doivent obliger la société, par le biais du droit, à revoir sa manière de se percevoir lui-même et de percevoir la nature et les animaux. Afin de délimiter le sujet et en répondant aux contraintes de temps, je vais simplement au cours de mon intervention revenir sur l'évolution de l'humanisme juridique et sur les raisons qui me font penser qu'on est aujourd'hui à un nouveau bouleversement de celui-ci par la prise en considération de plus en plus importante à la fois des droits de la nature et des animaux, entraînant un questionnement sur le post-humanisme juridique. L'intérêt du sujet est plutôt philosophique. En effet, c'est par cette nouvelle place sur la scène juridique de l'animal et de la nature qui semble se dessiner, il est question de sortir d'un anthropocentrisme, et donc il s'agit d'un profond changement de société, mais également de paradigme du droit. En outre, le droit instaure une summa divisio, séparant strictement les personnes et les choses. Les choses peuvent faire l'objet d'un droit de propriété absolu, allant jusqu'à la destruction. L'animal est depuis une prise en compte de plus en plus importante de son bien-être, mais à mal une telle distinction. Certainement, les animaux ont des émotions, se meuvent et peuvent ressentir la douleur physique à contrario des objets. Nonobstant de ce constat, ils sont catégorisés juridiquement comme des choses. Cette catégorisation n'est plus acceptable pour un certain nombre de membres de la doctrine qui militent pour une reconnaissance pleine et entière des droits dédiés aux animaux. Une volonté qui est manifestement de plus en plus entendue en illustre l'augmentation de colloques, même de diplômes universitaires dédiés aux droits des animaux. Ce droit est à la fois un droit national et européen, celui-ci établissant des règles de plus en plus strictes concernant les conditions de vie et de mise à mort des animaux dans l'espace européen. En ce sens, je vous renvoie à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 avril 2015, Südwest Export, qui consacre le bien-être animal comme une des valeurs de l'Union européenne. Pour ce qui est du droit dédié aux entités naturelles, en la matière également, il existe une évolution du droit, allant jusqu'à la reconnaissance de la qualité de personne à certains cours d'eau. J'y reviendrai plus tard. Ces évolutions modifient le rôle du droit dans les sociétés, particulièrement sur la hiérarchie juridique de l'être humain, ainsi que sur la prépondérance de l'humanisme juridique dans les systèmes juridiques occidentaux. Dans ce domaine, les sociétés considérées comme primitives d'un point de vue occidental semblent avoir compris l'importance d'une relation apaisée entre la nature et l'environnement. Dans ce contexte, il s'agira de s'interroger sur quelle philosophie du droit envisager pour l'avenir, dans une finalité de respect des droits de l'homme et de la nature. L'idée développée dans cette intervention peut se résumer par la prise de conscience d'un contexte évolutif. Il existe une nécessité de changer de paradigme juridique sortant de l'humanisme juridique afin d'ouvrir le droit à une philosophie plus respectueuse de la nature et des animaux. Pour étayer mon idée, je vous propose une réflexion en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous démontrer que l'humanisme juridique vit une transformation importante par la remise en question de l'anthropocentrisme dans une diversité de disciplines, entraînant dans un second temps de mon intervention la possibilité de faire évoluer le droit dans une perspective plus respectueuse de la nature et des animaux par une évolution de leur statut juridique. La question de l'humanisme juridique n'en est pas à son premier bouleversement. Je vais revenir sur son histoire afin qu'on comprenne les enjeux d'une telle réflexion sur la pérennité de cette philosophie. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un bouleversement juridique important
qui a permis de prendre en compte la dignité humaine et de la protéger dans une finalité de rendre impossible la vérification de l'être humain par un régime politique, en créant et en condamnant le crime contre l'humanité. Cette nouvelle volonté du droit international le transforme totalement en lui accordant une nouvelle dimension, celle de protéger la famille humaine, mentionnée dans le préambule de la Charte des Nations Unies. Cette vision de la société internationale consacre une vision de l'être humain dans son individualité par le biais de droits de l'homme individuel, comme le droit à la vie privée, mais aussi dans le prisme d'une appartenance à une famille humaine, symbolisée par la dignité humaine, ainsi que par la croyance à l'égalité entre les hommes. Après la consécration de l'humanisme de la famille humaine, instaurant une société internationale fondée sur l'humanisme juridique, il y a eu un nouveau moment où il a été question de savoir ce qu'était l'être humain pour le protéger. Il s'agit de l'évolution rapide des sciences pouvant s'avérer dangereux pour l'être humain. La question de la bioéthique concerne indéniablement l'humanisme juridique en raison des évolutions portées à l'être humain par la science. Certainement, le développement d'une nouvelle médecine nécessitait de revenir sur la définition de l'être humain afin de le préserver et donc de préserver l'humanité. En d'autres termes, les évolutions scientifiques pouvaient modifier l'homme depuis sa naissance, voire de sa création, en outrepassant la procréation naturelle jusqu'à sa mort. Cette évolution scientifique fait naître la fiction d'un homme augmenté, qui n'aura certainement plus rien d'humain, et fait augmenter le risque d'eugénisme avec les nouvelles technologies. Pour éviter les débordements et limiter les risques, il y a eu une augmentation de lois dites bioéthiques, ainsi qu'un texte international encadrant l'usage de la science sur le corps humain. Il s'agit de la Déclaration universelle de la bioéthique et des droits de l'homme. Cette déclaration, bien que symbolique, permet de déterminer un guide de lecture pour envisager les évolutions du droit. La finalité est donc d'encadrer un enthousiasme scientifique pouvant aller à l'encontre du respect essentiel de la dignité humaine. Ces débats juridiques ont façonné l'humanisme juridique. Aujourd'hui, la question de la nature et des animaux en est un nouvel rebondissement. Aujourd'hui, l'idéologie dominante venait consacrer l'homme comme philosophiquement et juridiquement propriétaire de la nature. Le droit de propriété étant un des droits des plus absolus qui existent puisqu'il entraîne le droit de détruire le bien possédé. Cette philosophie est explicitée par les écrits de Descartes, plus précisément dans son essai Discours de la méthode, publié en 1637, dans lequel il affirme que l'être humain est nécessairement possesseur de la nature et doit se comporter comme son maître. Il convient de nuancer les propos de Descartes, puisque lorsqu'il exprime ses idées, le contexte est foncièrement différent d'actuellement, puisqu'il existe une mortalité infantile importante et ainsi qu'un contexte de malnutrition dominante. Le fait de posséder la nature est donc pas un simple caprice, il s'agit d'une condition indispensable à la survie des plus précaires. Nonobstant, il faut comprendre que cette idéologie a permis à l'être humain de développer une société où il domine l'ensemble de la nature et des animaux, dans une perspective de répondre à ses besoins immédiats. C'est une idéologie principalement occidentale, puisque les sociétés asiatiques et africaines comprennent des communautés aux religions et cultures bien différentes, en plus grande harmonie avec la nature et les animaux. Cette philosophie occidentale a par ailleurs justifié le développement d'une révolution industrielle permettant une industrialisation qui, de par l'activité humaine, a détruit peu à peu les espaces naturels et en conséquence les animaux sauvages. Aujourd'hui, ces activités qui se sont mises en place conformément à l'idée que l'homme possède la nature ont entraîné une multiplication des catastrophes naturelles et des pertes de biodiversité importantes. Ces catastrophes entraînent nécessairement une remise en question d'un monde anthropocentré qui fait de l'homme le propriétaire de la nature. Le domaine juridique est donc face à plusieurs défis. Il doit encadrer les évolutions scientifiques qui peuvent être à terme un moyen de réification de l'être humain, et il doit prendre acte des évolutions sociétales et de la crise climatique afin de trouver des solutions, dans un objectif de protection de la nature et des animaux. Le statut juridique de l'animal et de la nature est un questionnement ancien et sans cesse renouvelé. Il est donc aujourd'hui indispensable de créer un nouveau statut juridique permettant de conserver une différence entre l'animal et la personne humaine, tout en différenciant strictement l'animal de l'objet. En droit, l'animal est un objet, bien que doué de sensibilité selon les dispositions du Code civil. Il reste néanmoins soumis au régime des biens. La catégorie animale la plus protégée est celle de l'animal de compagnie. Il est par ailleurs de plus en plus protégé par les politiques publiques, souhaitant mettre fin au grand nombre d'abandons. L'autre catégorie protégée est celle de l'animal destiné à la consommation, qui est protégé dans une finalité sanitaire. Autrement dit, afin d'éviter toute transmission par la viande ingurgitée de maladies pouvant aller jusqu'à une épidémie. Néanmoins, au-delà de cette protection sanitaire, plusieurs études d'opinion démontrent, notamment au niveau européen, une prise en compte de plus en plus importante du bien-être animal et même de l'animal destiné à être consommé.
Comme je le disais, la société prend de plus en plus en compte le bien-être animal dans sa consommation. Il existe une volonté de transparence sur les conditions d'abattage et sur les conditions de vie. Par cette attente de la société civile, il est donc envisageable que le droit se dote d'un ensemble d'instruments juridiques permettant de renforcer la protection des animaux. À cet égard, certains membres de la doctrine, tels que Jean-Pierre Marguenot, envisagent d'accorder aux animaux la personnalité juridique. La personnalité juridique se définit comme la capacité à être détenteur de droits et de devoirs. Et c'est sur la notion de devoir que la personnalité juridique accordée aux animaux est contestée. La possibilité d'avoir des devoirs suppose celle d'avoir une conscience, et il est impossible d'avoir une conscience des devoirs que nous impose la personnalité juridique si nous n'avons pas conscience de disposer d'une personnalité juridique et si nous n'avons pas conscience d'appartenir à une société. La notion de devoir a pour conséquence l'appartenance à une société humaine, de ce fait le respect des règles de celle-ci. Or, les animaux ont des règles plutôt dictées sur l'instinct, parfois très développées, néanmoins sans conscience réelle de leurs actions, ce qui empêche qu'ils détiennent des devoirs. Si cet argument est parfois utilisé dans une contradiction avec la personnalité juridique aux animaux, il me semble qu'il n'est pas suffisant pour ne pas réfléchir à la création d'une nouvelle catégorie juridique qui pourrait être une personne animale. Celle-ci pourrait être entre la personnalité juridique humaine et la chose en droit. Il n'est pas ici question d'être antispéciste, il faut conserver une hiérarchie entre l'homme et l'animal, mais il s'agit de revoir dans tous les domaines économiques et sociaux la relation avec les animaux afin de préserver également le bien-être de ceux-ci. Disposant d'une personnalité juridique, cela engendrerait une plus grande responsabilité de l'humain vis-à-vis de l'animal. Si l'animal devient sujet de droit, un sujet différent de la personne humaine en ce qu'il est moins protégé et qu'il n'a pas de devoir juridique, cela laisse toutefois envisager une nouvelle perception juridique de la personne humaine. En définitive, cette personne animale représenterait une forme de sortie de l'humanisme juridique. Il est aussi question d'autres entités, les entités naturelles, la nature et l'écosystème, ceux-ci largement menacés par le changement climatique. La question des droits fondamentaux et des droits de l'homme est envisagée avec pour finalité de défendre ces entités. Tout cela participe également au dépassement de l'humanisme juridique. Certains juristes ou scientifiques se sont penchés sur la possibilité d'accorder des droits fondamentaux à des entités naturelles ou des animaux. Deux affaires ont participé à interpréter le droit avec une philosophie nouvelle, ouvrant les perspectives du droit plus attentif à la nature et aux animaux, en conséquence modifiant le rapport de l'être humain et de l'environnement. La première affaire, en 2017, la Cour d'État d'Uttarakhand, en Inde, accorde la personnalité juridique aux Ganges et la rivière de Yamuna. Elle déclare qu'en tant que personnes, ils ont des droits et doivent être particulièrement protégés. Dans cet arrêt, la Cour reconnaît le travail des peuples autochtones et leur accorde la responsabilité de parents, ayant comme responsabilité de veiller aux intérêts des cours d'eau et d'ester en justice lorsque leurs intérêts sont menacés. En l'espèce, c'est une culture totalement différente de la culture juridique occidentale, puisque les croyances locales de ces peuples autochtones, c'est que les éléments naturels ont une âme, une pensée et une véritable personnalité. Et de ce fait, le devoir de l'être humain, c'est de s'en occuper. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est le projet Grand Singe. Celui-ci a pour finalité d'accorder des droits fondamentaux aux grands singes, et ce pour deux raisons. Premièrement, leur ressemblance avec les êtres humains, et deuxièmement, en raison de leur ressemblance, leur utilisation importante dans les laboratoires où ils peuvent y subir des supplices. Or, il semblerait que leur ressemblance ne s'arrête pas à un aspect physique, il y a une ressemblance intellectuelle, voire émotionnelle, puisque l'étude des singes a permis de démontrer une ressemblance troublante dans l'expression des émotions. L'idée de certains scientifiques était d'accorder le droit à la dignité aux grands singes. À ce moment-là, plusieurs questions se posent. Quid des autres primates ? Et ensuite, que reste-t-il à l'être humain s'il n'est pas le seul à détenir le droit à la dignité ? Le fait d'accorder juridiquement la dignité aux grands singes ne consiste-t-il pas à leur accorder des droits de l'homme, puisque la dignité est elle-même l'essence même des droits de l'homme ? Ainsi, qui est donc détenteur de ces droits ? Si le projet Grand Singe n'était pas dénué de bonnes idées, il allait beaucoup trop loin dans la protection des animaux, allant jusqu'à mettre sur un pied d'égalité l'homme et le singe. Alors que l'idée d'accorder la personnalité juridique aux animaux semble plus convaincante, elle pose néanmoins quelques difficultés quant au respect de ces droits. Autrement dit, qui aura la responsabilité et le droit d'intenter une action afin de faire respecter les droits des entités naturelles et animaux lorsque celles-ci ne peuvent ni parler, ni avoir la conscience même de leurs droits, donc la conscience de la violation de ces droits. La solution de la Cour d'État d'Inde est impossible à transposer dans les sociétés occidentales. En effet, la solution indienne était en adéquation avec les mentalités des cultures autochtones de là-bas, puisque leurs croyances sont donc fondées sur l'idée d'une nature égale à l'homme et d'éléments naturels dotés d'une âme. De ce fait,
Leur devoir en tant qu'hommes était de respecter la nature et donc il était plus facile pour eux d'ester en justice dans ce sens. Le fait de donner des droits aux entités naturelles et aux animaux n'est pas suffisant pour leur garantir. Il faut que certains êtres humains soient responsables juridiquement à la manière d'un parent qui devrait faire respecter les droits de ses enfants. Le risque de laisser cette responsabilité à l'État seul et qu'il ne respecte pas ses engagements internationaux, à la manière de la France qui s'est fait condamner par le Conseil d'État pour non-respect de ses engagements internationaux au niveau climatique. Il est possible d'envisager une interprétation des textes juridiques futurs pro-victima à la manière de la Cour EDH, qui dans certains cas admet comme requérant des associations qui représentent des victimes qui sont trop vulnérables pour se représenter seules. Le projet des droits bioculturels vise une relation plus responsable entre les hommes et la nature, et il ne vise pas à mettre sur un pied d'égalité la nature et les animaux avec les êtres humains, mais à faire en sorte de faire que les relations ne soient plus fondées sur une possibilité de détruire la nature pour répondre aux besoins économiques de la société occidentale, mais plus une relation fondée sur la mise en balance à la fois des intérêts économiques et sociaux de l'humain et sur l'intérêt de la nature et de la biodiversité dans une perspective de développement durable. Pour conclure, l'être humain étant un être vaniteux, il a fondé sa société sur la croyance à son intelligence supérieure sur les animaux et la nature. Ces croyances descendent directement de la religion qui considère que si l'homme domine la nature et les animaux, c'est en raison de la ressemblance avec Dieu puisque celui-ci nous aurait créés à son image. Les relations entre la personne humaine et le droit doivent évoluer afin de faire entrer dans le champ juridique de nouvelles entités. La qualification de personne pour la rivière par la Cour d'État d'Inde doit être analysée en exemple mais ne peut pas être transposée en raison d'une culture très différente. Il faut donc aujourd'hui trouver des outils juridiques permettant que le fait d'accorder la qualité de personne aux animaux et à la nature ne soit pas un droit vide, mais bien une garantie de protection supplémentaire. Les enjeux sont aujourd'hui le respect du bien-être animal et de la préservation de la biodiversité. Finalement, tous ces éléments que j'ai pu présenter lors de cette intervention démontrent qu'il ne s'agit pas seulement d'accorder de nouveaux droits aux animaux et aux entités naturelles, mais qu'il s'agit surtout de dépasser l'humanisme et de penser un post-humanisme. Celui-ci ne reviendra pas sur les avancées primordiales qu'a permis la philosophie humaniste, puisque je suis intimement persuadée de l'importance de cette idéologie qui a permis de développer les droits de l'homme. Néanmoins, comme toute philosophie politique, il va falloir la faire évoluer et l'actualiser pour répondre aux différentes crises actuelles qui entachent les relations entre l'homme, la nature et le droit. Loin d'être un débat purement philosophique, cette évolution de la pensée, comme toute évolution de la philosophie, entraîne des conséquences juridiques pratiques, un nouveau droit, une nouvelle manière de penser le droit et donc une nouvelle pratique du droit. Le statut juridique de la nature et de l'animal va non seulement modifier les différents aspects de la protection de la nature, mais également le rapport du droit avec l'être humain. Pour terminer mon propos, il s'agira donc de dépasser la vanité humaine pour défendre la nature en crise.